Yes! C'est fabuleux! Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous allons parler des nouvelles règles en vigueur, de la polémique Matt Kuchar et la rémunération de son caddie. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous et Benjamin Cadiou du Journal du golf. Bonjour messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut Arnaud. Salut Benjamin. Allez, on débute tout de suite par ces nouvelles règles apparues depuis le 1er janvier 2019. Changement de façon de dropper, drapeau dans le trou au moment de putter sur le green, limitation du temps de recherche de sa balle à 3 minutes, autorisation de réparer les marques de clous, le double touch plus pénalisé, c'est pour vous ça Arnaud, et bien d'autres règles. Messieurs, que pensez-vous de ces changements? C'est pertinent, c'est bien, c'est pas bien, il y en a plein d'autres évidemment, mais on a balayé pas mal. Déjà c'est pas mal parce que ça se met un peu au goût du jour, hein. Les règles de golf elles datent quand même d'il y a plusieurs siècles, donc bon, même c'était si elles ont été, d'ailleurs même si elles ont été un peu adaptées, donc déjà c'est plutôt pas mal qu'on change un peu les règles, ça va vers de la modernité. Après il y a du pour et du contre, on y reviendra. Le gros point positif, c'est fait pour accélérer le jeu. Évidemment, c'est pas ces règles-là de laisser le drapeau dans le trou ou le ready golf qui vont vraiment changer, faire une révolution de golf. On jouera pas un parcours de golf en 1h30, mais en tout cas ça va dans le sens. Ça va dans le sens d'accélérer le jeu de golf et au moins que les gens prennent conscience que ça prend trop de temps de jouer au golf et que ça salit ce si beau sport. Donc pour moi c'est ultra positif. C'est un changement d'état d'esprit, on peut dire. Non, ça sera aux gens de le faire, et au-delà du ready golf et du drapeau dans le trou, encore une fois, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est aux gens de se bouger, d'arrêter de se regarder jouer les uns des autres et apprendre à jouer plus vite, à marcher plus vite. Et à pas se regarder jouer les uns les autres. Et ça simplifie aussi. C'est vrai que les règles de golf, encore une fois, comme je disais, elles ont plusieurs siècles, donc ça dépoussière un peu, ça rajeunit, donc ça fait un peu moins peur aux débutants ou à la personne qui connaît un peu moins le golf et un peu moins les règles. Ça va encore une fois vers de la modernité, donc c'est plutôt une très bonne chose, mais même s'il y a 2-3 points sur lesquels on reviendra. Comme a dit Stenson, quicker is better. Alors messieurs, merci Benjamin. Traduisez Arnaud. Plus vite c'est mieux, je crois, si j'ai bien compris. Très bon accent Benjamin d'ailleurs. Alors pour continuer de parler de ces nouvelles règles, je vous propose d'accueillir tout de suite Alain Ratieri. Alors qui est Alain Ratieri? C'est un arbitre international présent au dernier British Open et c'est lui qui a traduit toutes ces nouvelles règles dictées par le Royal et Ancien. On va l'appeler Alain. Alors Alain, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes arbitre depuis des années, vous connaissez les règles sur le bout des doigts, je pense. Que pensez-vous justement de ces nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier? Alors écoutez, moi j'y suis personnellement très très favorable parce que le changement de ces règles répond pour moi à 3 objectifs qui me paraissent de bons objectifs. Le premier, c'est d'accélérer le jeu. Le deuxième, c'est de simplifier le jeu. Et le troisième, c'est d'inciter les joueurs à un meilleur comportement. Et je crois que toutes les modifications qui sont les plus importantes intervenues depuis une 60aine d'années répondent à ces 3 objectifs. Et je crois que tout le monde peut adhérer à ces 3 objectifs. Alors, selon vous, dans toute cette liste de règles, lesquelles sont les plus pertinentes, les plus intéressantes? Oh, je pense qu'elles le sont. Énormément le sont, hein. Il y en a beaucoup. Bon, je crois que celle qui va tout de suite peut-être affecter le plus le joueur et qu'il va voir, c'est toutes les nouvelles procédures de drop. C'est-à-dire que c'est le drop à la fois qui se fait désormais à hauteur de genou et plus à hauteur d'épaule. Et puis cette notion maintenant dans le drop de la zone de drop que l'on n'avait pas précédemment, si vous voulez, et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et qui va marquer tout le monde, je pense. C'est-à-dire au niveau de ce drop, si juste oui, Arnaud, le drop, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas le golf, c'est quand on a un problème avec notre balle et qu'il faut la remettre en jeu, voilà, parce qu'elle était dans un obstacle, parce qu'elle était dans l'eau, parce qu'elle était à un endroit où on pouvait pas la jouer, pour la déplacer, pour la remettre en jeu. Voilà, on faisait ce qu'on appelle le drop, on mettait la balle à hauteur d'épaule et on la laissait retomber sur le sol. Maintenant, ça partira du genou, au niveau du genou. C'est-à-dire, Alain, que maintenant les joueurs qui oublieront la nouvelle règle et dropperont anciennement à hauteur d'épaule seront sanctionnés ou pas, du coup? Oui,
Ils auront la possibilité de rectifier s'ils n'ont pas joué la balle, hein, donc là il n'y a pas de pénalité, mais malheureusement, sinon ils auront une pénalité pour avoir droppé d'une manière impropre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas on va dire, une période d'adaptation, même pour les joueurs, c'est depuis le 1er janvier, ça sera, voilà, c'est pénalisé, il n'y a pas on va dire en tant qu'arbitre, une psychologie, dire, voilà, d'avertir et dire, bon, la prochaine fois, dropper au niveau du genou? Non, absolument pas. Et ça, c'est dans le golf, c'est comme cela. Toutes les règles qui s'appliquent à partir du 1er janvier. Il n'y a pas de phase de transition et elles sont immédiatement applicables avec toutes les conséquences qui en découlent malheureusement, ou heureusement d'ailleurs pour le joueur. Hein, parce qu'il y a beaucoup de suppression de pénalités dans les nouvelles règles par rapport aux règles anciennes. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages aussi pour le joueur aujourd'hui. Oui. Arnaud, pourquoi cette nouvelle règle de drop et surtout pourquoi pénaliser le fait de dropper à hauteur d'épaule? Alors, pourquoi cette nouvelle règle? À mon avis, la nouvelle règle, c'est qu'elle va nous permettre d'éviter, et ça répond notamment au souci d'accélérer le jeu, la balle tombant de beaucoup moins haut, on peut être beaucoup plus précis dans la manière dont on drop, et donc vraiment, le drop va en général ne pas trop rouler, si vous voulez. Dans le passé, on avait des gros problèmes parce que les balles tombant de haut, elles avaient tendance à rouler trop loin, et dès qu'elles roulaient de plus de 2 longueurs de club, on était absolument obligé de reprendre. Et donc aujourd'hui, on va limiter vraiment le cas de reprise de nécessité d'un nouveau drop parce que le drop généralement sera précis, tombera dans la zone de dégagement et restera dans la zone de dégagement, ce qui est également la nouveauté des nouvelles règles. Hein. On drop dans une zone de dégagement, il faut que la balle tombe dedans et il faut qu'elle y reste. C'est ça le principe de base aujourd'hui. Alors pourquoi empêcher le drop au niveau de l'épaule? Parce que c'est la règle, c'est tout. D'accord. Et alors, on ne peut rien y faire d'autre. Autrefois, vous savez, jusqu'en 84, je crois, on dropait derrière l'épaule, et il fallait dropper en arrière. Donc là aussi, il y a une procédure à respecter, et si on ne la respecte pas, on est sanctionné. Allez, très rapidement, parce que là, ça concerne surtout les spécialistes, mais alors cette zone de dégagement, expliquez-nous ce que c'est. Alors, cette zone de dégagement, c'est chaque fois qu'on est amené, par exemple, parce que on s'est mis dans un obstacle d'eau, qui n'existe plus d'ailleurs, qu'on appelle désormais des zones à pénalité. Hein. La notion d'obstacle d'eau a disparu, on ne parle plus que de zone à pénalité, mais chaque fois qu'on est dans une zone à pénalité, chaque fois qu'on est dans un terrain dont les conditions sont anormales, où on a une possibilité de se dégager. Donc, on va prendre la balle et aller dans une zone où on va justement dropper cette balle. Et cette balle, autrefois, la définition n'était pas très claire. Enfin, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, chaque fois, on a droit à une zone de dégagement qui est mesurée par un club. Et ça, c'est la grande nouveauté aussi, c'est que autrefois, on avait le choix des clubs. Aujourd'hui, on ne l'a plus. C'est systématiquement le club qui est le plus long, qui est dans son sac, qui va vous déterminer la longueur de la zone de dégagement. Et si on a une zone de dégagement avec soit sans pénalité, on aura une zone de dégagement d'une longueur de club, soit si on a un dégagement avec pénalité, comme par exemple dans une zone à pénalité, c'est les anciens obstacles d'eau, là la zone sera de 2 longueurs. Mais longueur, c'est toujours le club le plus long. Alors c'est bien stipulé hors putter, c'est-à-dire que si par exemple un joueur avait un long putter, il pourra pas l'utiliser. Tout à fait. Il peut continuer à l'utiliser, l'ancien putter, sous des conditions, c'est-à-dire que notamment, il faut pas prendre trop de points d'appui, normalement, il faut éviter de prendre des points d'appui, ce qui existait déjà dans les règles précédentes, mais par contre, le long putter ne peut plus du tout servir pour les dégagements. Alors, d'autres règles notables, notamment ce drapeau qu'on peut maintenant laisser dans le trou pour putter quand on est sur le green, c'était aussi dans une volonté sûrement d'accélérer le jeu, c'est ça ? Ça répond exactement à cela, mais je voudrais quand même attirer l'attention parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations sur cette nouvelle règle. En fait, le joueur, avant de jouer, de poter, doit décider ce qu'il va faire avec le drapeau. Alors, soit il décide de laisser le drapeau dans le trou et personne ne pourra y toucher, il faut pas y toucher, soit il décide que quelqu'un prend en charge, comme par le passé le drapeau, par exemple son cadet ou quelqu'un, en lui demandant, et à ce moment-là, la personne qui prend en charge a l'obligation d'enlever le drapeau. Hein. Donc il y a parfois un peu une mauvaise interprétation, les gens ont l'impression qu'on a un choix. Benjamin ? Donc Alain, on peut pas établir une stratégie, dire à son cadet ou son partenaire, lui dire tiens, si la balle arrive trop fort, tu laisses le drapeau, et si Absolument elle arrive pas. tout doucement, non, c'est interdit. D'accord. C'est totalement interdit. Là, ce serait trop facile Là, de c'est pencher clair. le drapeau. C'est totalement interdit. Mais ça n'a pas été
bien compris, si vous voulez, hein, parce qu'on a été un peu vite là-dessus. Donc il faut vraiment que le joueur au départ décide je laisse le drapeau et personne ne pourra y toucher. Alors- Soit il décide que quelqu'un le prend en charge, et à ce moment-là, la personne qui le prend en charge a l'obligation de l'enlever. Alors, autre point qu'on a souligné, c'est que dans un article, ça stipule les nouvelles règles feront confiance aux joueurs, partant du principe que ceux-ci auront agi en accord avec les règles. C'est-à-dire qu'avant, les anciennes règles ne faisaient pas confiance aux joueurs. C'est-à-dire que souvent, si vous voulez, on présumait parfois le joueur coupable. Je vais vous prendre un exemple. Quand un joueur, une balle se déplaçait, en général, quand le joueur était en train de l'adresser ou quelque chose, systématiquement, on pensait que c'était le joueur qui avait déplacé la balle, alors que il fallait démontrer que c'était autre chose qu'il avait déplacé. Aujourd'hui, la charge est inverse, c'est-à-dire que on fait confiance au joueur et normalement, quand le joueur vous dit que c'est autre chose qu'il a déplacé, vous allez lui faire confiance. Il ne sera pénalisé que s'il est évident qu'il est la cause. Vous voyez, on a renversé la cause. Hein. Pardon. Et alors, justement, au début, vous disiez que dans le troisième point, c'était que ça appelait un meilleur comportement chez le joueur. C'est dans ce cas-là, c'est à ce niveau-là oui, que alors, vous voulez le dire si ou vous pas? voulez, le meilleur comportement des joueurs, il y a 2 points qui sont essentiels dans le meilleur comportement des joueurs. Un qui est lié à l'accélération du jeu, c'est-à-dire que il y a toute une série de dispositions pour faire en sorte que le joueur joue plus rapidement. Mais le deuxième élément qui est vraiment nouveau dans les règles de golf, c'est que désormais, il va y avoir, et la Fédération française l'a fait à travers sa hard card, il y a désormais un code de comportement. Il faut savoir que par le passé, quand un joueur faisait une infraction au comportement, on n'avait que 2 sanctions possibles, l'avertissement ou la disqualification. Or, désormais, les règles de golf nous permettent de mettre des pénalités en nombre de coups. Soit une pénalité d'un coup, soit une pénalité générale, ce qu'on appelle la pénalité générale, qui est la pénalité de 2 coups. Et ça, vous ne pouvez pas le faire par le passé. Alors aujourd'hui, si vous voulez un joueur qui a un comportement anormal sur le terrain, il pourra être sanctionné par des pénalités. C'est-à-dire jet de club. Alors, nous, Vous pensez à quelqu'un en particulier, Jean-Philippe? Oui, alors il y a une liste, si vous voulez, dans la hard card que la fédération nous avons établie. Une liste de joueurs, vous voulez dire Pardon? Une liste de joueurs, vous voulez dire? Non, une liste des infractions au comportement, comment ils sont pénalisés. Hein? Non, je dis que dans la hard card qui régit toutes les épreuves fédérales, vous avez un code de comportement dans lequel il y a 3 types d'infractions. Les infractions qui correspondent à ne pas prendre soin du terrain. Donc c'est la personne qui rentre dans une zone de jeu interdit, qui laisse tomber le drapeau, qui ne ratisse pas les bunkers. Il y a tout ce qui concerne les écarts de langage. Et puis, il y a toutes les fautes de comportement proprement dites. Par exemple, fumer alors que c'est interdit, jeter un club qui risque de blesser quelqu'un, frapper de colère son équipement, voilà, tous ces genres de choses. Donc, il y a toute une liste qui a été établie pour ce code de comportement, avec une gradation de pénalités. En général, c'est un avertissement, un coup, pénalité générale et disqualification, mais on peut aller directement en cas d'infraction grave à la pénalité de 2 coups ou à la disqualification. Alors ça, c'est nouveau. Alors Alain, pour terminer, donc là Oui. on a vu il y a pas mal de changements, mais est-ce que selon vous il y a encore des points à simplifier dans toutes ces règles de golf? Oui, il y a encore des points à simplifier personnellement. J'en vois notamment un. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez une balle qui est une balle qui risque d'être perdue, vous mettez une balle provisoire au cas où vous ne la retrouveriez pas. Mais si vous la retrouvez et que vous la déclarez injouable, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de jouer la provisoire. On est obligé de revenir en arrière en coup et distance, ce qui fait perdre du temps. Et là, jusqu'à présent, donc, on continue à avoir cette procédure de retour en arrière et de ne pas jouer cette balle provisoire alors qu'on aurait pu le faire et gagner du temps. Voilà un exemple vraiment. Il y a juste un point, si vous permettez, que je voudrais souligner. Allez, rapidement, ouais. Oui, alors rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et dans les clubs, ça s'excite beaucoup. Il y a la possibilité aujourd'hui de prendre une règle locale, je dis bien une règle locale, dans le cas de balle hors limite ou de balle qui est perdue, qui vous permet en fait d'éviter de revenir en arrière et de simplement dropper à la hauteur de l'endroit, grosso modo, hein, je simplifie, à l'endroit où elle est sortie du terrain avec 2 coups de pénalité sans revenir en arrière. Alors ça excite beaucoup les joueurs parce que c'est un changement stratégique, mais il faut savoir que cette règle locale elle ne concerne que des compétitions dont les joueurs ont un index très élevé, si vous voulez. Pour les compétitions normales et fédérales, ça ne sera pas appliqué. Hein. Ça marche. Voilà. Ok, super Alain, merci pour toutes voilà, les infos. N'hésitez pas, hein, si je suis encore là de jeudi et vendredi, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ça marche, merci beaucoup Alain. Voilà, et au Merci revoir à tous. Hein. À bientôt. Merci Alain, c'était Au très revoir, Alain. intéressant. Merci.
Alors messieurs, ces nouvelles règles, on pourra en parler évidemment des heures. On va éviter. Oui, on va éviter pour ceux qui connaissent pas trop le golf. C'est sûr que c'est vraiment pour les golfeurs. Mais en tout cas, on le rappelle, ça serait évidemment en compétition, donc chez les pros et chez les amateurs, évidemment aussi dans vos compétitions du dimanche. Exactement. Qui sont très importantes les compétitions du dimanche. Non, moi je voulais juste dire, lancer un appel. Il va pas être mondial, mais voilà, on n'a plus que 3 minutes pour chercher sa balle. Donc c'est vraiment 3 minutes. Et généralement, quand on cherche sa balle, c'est qu'on a fait un mauvais coup. Donc ne passez pas à plus de 3 minutes. Et généralement, on ne cherche pas sa balle au bon endroit en plus. Donc voilà, soit sa balle, elle est évidente à trouver, soit on passe après, on perd 2 points. Ça ne va pas changer notre vie. Et on passe au coup d'après, au trou suivant, et basta, quoi. Vous êtes toujours à l'écoute du podcast du Journal du Golf et on va maintenant parler de la polémique autour du caddie de Matt Kuchar lors de sa victoire au Mayakoba Golf Classic. C'était la rumeur est d'ailleurs sortie le week-end dernier avant son succès au Sony Open. On rappelle les faits. Kuchar avait pris comme caddie un porteur de sac local, un Mexicain surnommé El Tucan. Comme vous, Benjamin. Et c'est son surnom, ça vous fait rire. Mais... Oui, non, c'est son surnom. Donc, le perroquet. Donc, un grand boxeur qui s'appelait comme ça. Donc l'Américain remporte le tournoi. Non, et met fin donc à 4 ans de disette sur le tour. Alors la rumeur dit que Kuchar n'aurait payé que $3,000 son caddie. Donc info démentie cette semaine par le joueur de Ryder déclarant il n'y a pas d'histoire à ce sujet, ce n'était pas 10% ni $3,000. Nous étions mis d'accord pour commencer en commençant la semaine. Donc voilà, Kuchar n'a pas donné le montant qu'il a donné à son caddie mexicain. Une réaction, messieurs, on ne sait pas combien il a donné, mais en tout cas... Moi, je trouve ça scandaleux. Scandaleux, c'est peut-être un peu fort. Je suis toujours avec des mots forts. Enfin voilà, il gagne, c'est Matt Kuchar, il gagne des millions de dollars. 4 ans qu'il n'avait pas gagné en plus. Oui, mais il gagne des millions de dollars chaque année. Il a la chance. 45 millions en carrière, je crois. Voilà, il a la chance de gagner un tournoi. Il peut donner 10% à son caddie, même si au départ du tournoi. J'espère que c'était pas $3,000, mais même si c'est 10 000 ou 20 000 ou je sais pas, ce qui ne devait pas être beaucoup plus parce que si l'autre avait pas passé le cut, il lui filait pas 10 000 ou 20 000. Donc honnêtement, c'est lamentable de la part de Kuchar et voilà. Enfin moi les bras m'en tombent. Et alors je vais pour une fois parler de moi, c'est pas bien, mais j'avais eu la chance de cadayer Mike Lorenzo Vera il y a 10 ans sur le Challenge Tour, même un peu plus. J'avais beau être un caddie amateur, évidemment, il m'a demandé est-ce que tu veux ton pourcentage. Évidemment que je lui avais laissé, j'avais laissé. Mais j'espère bien que si j'avais gagné, il m'aurait donné. En tout cas, vous dites voilà les 10%, quand vous êtes caddie, c'est pas rien. Vous gagnez pas grand-chose, mais en revanche, quand l'autre gagne, vu ce qu'il gagne, il peut bien donner 10% à son caddie. Enfin, ça me semble mais la moindre des choses, quoi. Benjamin, une réaction? Non, il y a une bonne analyse d'un journaliste de Golf Week qui disait quelque chose de. Alors, c'est un peu pas des supputations, mais c'est vrai que Mexico, de là où vient le caddie El Tucan, c'est un endroit assez dangereux et de passer de très pauvre, parce qu'en l'occurrence c'était le cas, à beaucoup plus riche, en l'occurrence de plus de $100,000, ça peut être assez dangereux dans les rues de Mexico. C'était pour protéger la vie d'El Tucan. C'est une théorie qui parle. Alors là, on est en train de colporter tout plein de rumeurs, mais c'est une hypothèse qui est sortie. C'est-à-dire qu'il les aurait donnés, mais qu'il ne le dirait pas. Voilà. D'accord. Alors messieurs, pour protéger El Tucan. Donc alors là, chapeau. Alors là, c'est pas scandaleux. Mais pourquoi il l'a pas dit? Ah non, mais parce que pour le protéger. Alors là, chapeau, Monsieur Kuchar. Alors là, si c'est ça, bravo, Monsieur Kuchar. Mais voilà. Alors dans ce cas-là, je m'incline et il a eu raison et bravo. Mais en tout cas, on n'en sait rien. J'espère qu'il lui a donné ses 10% parce que encore une fois, c'est rien pour Matt Kuchar. Mais rien du tout. C'est étonnant parce c'est quand même un sacré gentleman. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est très étonnant. Quand on le suit sur le parcours, j'ai eu l'occasion de le suivre plusieurs fois en vrai, et il est vraiment adorable avec tout ce qui est bénévole. Bon, en l'occurrence, son caddie n'était pas bénévole, mais c'est vraiment un type adorable, quoi. Allez, pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir Cyril Miranda, ancien caddie sur le Tour européen, notamment de Benjamin Hébert. Bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Alors Cyril, comment vous avez vous réagi à cette polémique, ces fameux $3,000 ou est-ce que c'était pour protéger la vie d'El Tucan comme Benjamin Cadieux l'a dit, ou alors c'est un manque de tact de la part de Matt Kuchar? Non, c'est pas un manque de tact, c'est scandaleux. Encore une fois, s'il l'a fait, moi je trouve ça scandaleux. Cyril? Alors moi je trouve pas ça tant scandaleux. Je pense que s'il a fait ça, c'est que le deal était prévu en amont avec le caddie local. Et il n'y a pas grand-chose à rajouter. Enfin, de mon point de vue, c'était prévu comme ça. Si ça se trouve, le caddie n'a pas été d'une utilité énorme sur l'événement. Donc
Apparemment, C'était si. prévu Alors, en l'occurrence, il y a Non, des non, mais déclats de même- Tuchard. Il a dit qu'il il avait permis de mettre le public dans la poche. Il lui a donné des bonnes ondes positives et il avait eu tout ce qu'il attendait d'un caddie. C'est ses mots à lui. Cyril, tu le sais mieux que nous, un caddie c'est quand même important. Si Couchard gagne, c'est qu'au moins le caddie ne l'a pas gêné, et donc lui a quand même permis d'une certaine façon de produire son meilleur golf. Donc on peut pas dire qu'il lui ait rien apporté, c'est pas possible. Oui, mais, ce que je voulais dire par là, c'est que il n'avait pas la relation qu'il avait avec son caddie habituel, forcément avec un local, comme on dit. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Tout le monde en fait une grande polémique. Souvent, encore une fois, c'est décidé en amont du tournoi. Si le deal c'était $3,000, quoi qu'il se passe, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, je fais confiance à Matt Kuchar pour avoir donné un petit bonus grâce à la victoire. Alors justement, Cyril, vous avez cadayé pendant un long moment Benjamin Hébert. Comment ça se passe sur le tour, justement, ce genre de votre rémunération? C'est décidé avant, c'est en fonction des tournois ou... Alors, c'est décidé en amont de la saison, quand on part sur une saison entière avec un joueur. Les deals classiques, on va dire, vont entre 800 € et 1500 € la semaine de tournoi, ce qui couvre l'avion, l'hôtel, les restaurants. Donc ça, c'est juste pour couvrir les frais, vos frais. Voilà, pour couvrir les frais. Après, bien sûr, on essaye de sauver par-ci par-là pour avoir un peu d'économie à la fin de la semaine. Et après, c'est décidé avec le joueur. Ça va entre 5 et 10% sur les gains de la semaine. 10% généralement, c'est pour la victoire. Et après, c'est exponentiel. Souvent, un top 10, c'est autour de 8%. Un top 20, top 25, ça va être peut-être 7%. Et puis après, passage de cut, 5%. Alors ça, c'est quand c'est avec un joueur régulier, mais quand vous faites une pige, je suppose que c'est d'autres accords, non? Ou c'est... Ouais, alors en fait, on remarque que ça change souvent d'un joueur à l'autre ou d'un caddie à l'autre. Les uns et les autres n'ont pas les mêmes exigences. Moi, ça m'est arrivé de faire des piges pour une semaine avec des joueurs, et puis c'est moi qui donnais l'accord que j'avais avec Benjamin, et généralement les joueurs s'alignaient. Justement, c'est quoi une vie de CAD? C'est comme chez les joueurs. Est-ce qu'il y a des CAD qui sont un peu stars? Ça se passe comment? Ouais, il y a les cadres des joueurs stars justement ont souvent, comme les joueurs, la chambre dans le super hôtel partenaire du tournoi à piqué payé, en pension complète. Sinon, pour les caddies normaux, on va dire, c'est trouver le petit logement pas trop cher avec un super rapport qualité-prix. Souvent, on se cotise pour avoir une plus grande maison à plusieurs et puis pouvoir se retrouver ensemble le soir pour manger. C'est un peu la chasse à l'économie? On serre les coups? Bah forcément, parce que il y a des semaines qui coûtent horriblement cher. Je pense à Wentworth où si on fait pas, si on mutualise pas entre caddies, ça peut nous revenir 2005, 3000 € la semaine, très vite. Et au final, on gagne bien sa vie quand on est CAD. Évidemment, je pense que ça dépend de la carrière du joueur. Benjamin? Par exemple, avec un joueur qui garde sa carte du tour, comme Benjamin Hébert en l'occurrence. Un joueur comme Benjamin qui fait 64e chaque année, on gagne bien sa vie. On peut en vivre correctement. Après, quand on commence à être avec des joueurs qui luttent pour la carte, voire qui la perdent, ou même je pense à des caddies qui sont sur le Challenge Tour toute l'année, là c'est difficile. Hein. C'est vraiment faut garder la foi. Hein. Et est-ce que justement c'est pas une situation un peu trop frustrante quand on est on est dépendant du résultat de son joueur? Est-ce que des fois c'est pas un peu frustrant de se dire ah ben mince, j'aurais pu gagner un peu plus ou non? Comment on le vit ça? Forcément, il y a un peu de frustration qui s'installe quand le joueur n'a pas les résultats escomptés, mais après quand on s'engage dans une vie de caddie, on connaît les points positifs et les points négatifs à l'avance. On va pas à l'aveugle. On découvre pas sur le tas que on peut ne pas gagner d'argent. Alors Cyril, pour parler de vous, maintenant vous mettez un peu entre parenthèses cette carrière de CAD, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors en fait, c'est ma carrière de caddie qui était une parenthèse dans ma carrière d'entraîneur. Là, donc j'ai refermé la parenthèse caddie
Et je vais terminer mon 3e degré d'entraîneur, le DES, qui se passe au Golf National, en début d'année là. Et puis, je vais également aller à Orlando au PGA Show faire quelques formations avec les meilleurs coachs du monde, voir un peu les nouvelles technologies également, pour après me recentrer sur le coaching de haut niveau, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Benjamin, Ouais, Benjamin, tu as appris quoi sur Lui, dans c'est cette- pas Benjamin, lui. Hein. c'est Cyril. Lui, c'est Cyril, excuse-moi. Oui, moi c'est Cyril. Aux côtés de Benjamin, c'est tu le as. joueur, c'est le joueur. Benjamin. Bref, aux côtés de Benjamin, qu'est-ce que tu as appris justement, et puis des autres joueurs du tour que tu as côtoyés, qu'est-ce que tu as appris pour ta carrière de coach? On sait qu'il y a quand même très peu de coachs en France qui ont connu le très haut niveau, donc ça va être ton cas, c'est ton cas. Donc qu'est-ce que tu as appris de tout ça, toutes ces années? J'ai surtout dans la relation caddie-joueur que j'avais avec Benjamin, j'ai appris beaucoup sur la relation que je vais avoir avec un joueur, comment gérer les hauts et les bas d'une carrière d'un joueur, comment gérer qui il va être au jour le jour. On peut pas dire les mêmes choses d'un joueur à l'autre suivant l'humeur du joueur, son état physique, sa position à la race, tout un tas de paramètres comme ça qui m'ont appris à comment vivre avec un champion. Hein. Et puis également, j'ai beaucoup appris surtout au contact des meilleurs entraîneurs qui sont là quand même assez souvent sur les tournois, notamment les plus gros. Je suis constamment allé aller observer ce qui se faisait de mieux au monde pour prendre, tiens, ça me plaît, ça peut-être c'est une erreur à pas faire. J'ai fait ma formation sur le tas. C'est la meilleure des formations en fait, à prendre sur le terrain. Ça marche, Cyril. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos et à bientôt. Merci à vous. À très vite. Salut. Salut Ciao. Cyril. Allez, avant de se quitter, on retrouve Rémi Rivière pour le retour de la Fantasy. Hein. Ah. C'est le début de la saison sur le Bonjour Tour à européen. tous. Rémi qui? À Abu Dhabi, Rémi Rivière. Et donc c'est le retour de l'équipe de Journal du Golf. Absolument, Jean-Philippe. Alors Rémi, j'espère qu'on va faire mieux que la saison Ah bah de toute dernière. façon, faire plus mal, ça va être compliqué, non? Ah, ça Bah, va être compliqué, Arnaud. on va Je crois creuser, qu'on quoi. était 150e, quelque chose comme ça. Sûr C'était pas terrible. Sur 450. Ah, quand même, bon, c'est pas si mal que ça. Ouais, mais c'est les. Non, mais vous êtes sûr de ça, là? C'est le ventre mou, quoi. C'est le ventre mou. Ouais. Ah, sûr et certain, Arnaud. Ouais. Nos Non, chiffres bah non, sont c'est pas le précis. ventre mou, c'est quand même largement la première moitié. Bon, en tout cas, messieurs, Allez, ravi de vous retrouver. c'est la première Allez tiers. Arnaud, laissez parler Rémi. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison de notre Ligue Fantasy. Alors oui, Jean-Philippe, je vais vous annoncer quelque chose. Les règles ont évolué sur la Ligue Fantasy. Aussi. Aussi, vous en êtes peut-être déjà rendu compte puisque la Race to Dubai a modifié son système en 2019. Il y aura plus de classement en euros mais en points, c'est selon le prestige ou la dotation du tournoi. Et ce sera pareil pour la Fantasy qui classera les joueurs en fonction des points gagnés. Alors cette ligue c'est déjà lancé Rémi, hein. Ça y est, c'est parti. Exactement, 250 joueurs qui nous ont rejoints depuis vendredi. Alors si vous voulez vous inscrire, sachez que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la saison. Mais attention à ne pas louper le premier tournoi qui démarre demain matin. Et ça sera à Abu Dhabi pour cette HSBC Championship. Et alors Rémi, quelle sera cette première équipe tant attendue? Alors Jean-Philippe, avant de vous indiquer mes joueurs, je vous propose de joindre un invité de marque. Il s'appelle Bertrand Aitchoberi. Il nous vient de Normandie, comme vous Benjamin. Ah bon, avec un nom comme ça? Avec un nom Et pareil, exactement, on peut s'en douter. Et il est le champion. Encore un basque, ça, comme ça, il gagne. Il est le champion Arnaud de la Ligue Fantasy Journal du Golf 2018. Eh oui. Attention, Ah là 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 le là. prestige. Ah là 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 là. Bravo pour votre belle saison. D'abord, ça fait quoi d'être champion de la Ligue? Ça fait plaisir. Et puis, il y a des jolis cadeaux du journal du golf. Donc, c'était Noël un tout petit peu en avance et c'était vachement bien. Alors surtout Rémi, surtout Bertrand, comment vous avez fait? Parce que nous on est. Quelle a été votre recette, Bertrand, pour Nous on a performer? été 150e, au fond, ventre mou, vous premier, on veut tous vos tuyaux. C'était quoi la clé du succès, Bertrand? C'est juste le feeling et un peu beaucoup de chance. Il y a pas de technique particulière. Ça fait un moment que je joue. Ça doit faire la 3e ou 4e année que je le joue. C'est juste, ça s'est bien goupillé. C'est-à-dire que les tournois où j'étais mauvais, c'était des petits tournois sans argent, et ceux où j'étais bon, c'est ceux où il y avait beaucoup d'argent. Et est-ce que vous pariez en vrai aussi sur des sites de paris? Non. Et vous êtes golfeur quand même, Bertrand, j'imagine. Oui, je suis golfeur, oui. Et vous jouez où? En fait, je joue au golf de Bellem, qui est en Normandie, c'est dans près de l'Orne, Caen. pas très loin d'Alençon. C'est pas très loin de Caen. Et c'est à 150 km de Caen, oui. Alors Bertrand, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas encore choisi vos joueurs pour demain, mais est-ce que vous avez en tête un ou deux noms pour Abu Parce Dhabi que ça commence demain, ne sur l'oubliez lesquels pas. vous allez miser? Donnez-nous un petit tuyau, Bertrand.
je vais faire comme tout le monde, je vais prendre Fleetwood. En, C'est original. en course pour le triplé à Abu Dhabi. Ouais. Après, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, je vais faire ça ce soir, mais Ah ouais, d'accord, vous voulez pas donner vos tuyaux. Jean-Philippe et Rémi ils se disaient c'est bon, on va pouvoir On va adapter pouvoir notre copier équipe, l'équipe de mais là- Bertrand et en fait non. De toute façon, non, petit, quoi. on va prendre tous les gros et puis voilà. Ouais. Moi aussi. Oui. oui, non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de tournois, donc Pas en fait, facile. comment je fais en général? Moi, je suis régulièrement les tournois à la télé, et puis c'est essentiellement du feeling. Lui, en ce moment, il est en forme. D'accord. Vous prenez pas de notes quand même. Ah non, je prends pas de notes. Non, d'accord. Ouais. Que du C'est- pif. C'est quand même, c'est quand même du La chatte à Dédé. c'est quand même du plaisir quoi. Bon, ça Non, mais marche. voilà, Merci c'est- beaucoup, c'est merci évidemment. beaucoup Bertrand et on vous souhaite plein de réussite. Ouais, pour mais cette on nouvelle espère saison. vous avoir à nouveau en ligne cette année. Pour, Et surtout on l'année- appelle le leader chaque semaine. On L'année essaye, en prochaine tout pour la cas. victoire, Arnaud. Surtout, on le retrouvera. Pour la Pas, victoire, pas- ouais, enfin, pas là. de souci, avec plaisir. Merci beaucoup Bertrand. Au revoir. Ok, bonne journée. Bon alors Rémi, votre équipe avec les précieux conseils de Bertrand, on est un peu, comme on dit, la queue entre les Allez, jambes. je la donne, Votre je la équipe donne en ou vitesse. C'est aussi votre équipe à vous, Jean-Philippe. Ah non, c'est Ah non. l'équipe de Rémi. Hein. Ah, c'est Rémi qui est donc ouais. c'est pas Journal du Golf, c'est Rémi qui est 150e. C'est alors. Rémi qui Écoutez, représente Journal du écoutez, Golf. Il va Arnaud. peut-être falloir qu'on s'y mette. Vos conseils sont bienvenus, mais en attendant, Mais comme on commence vous la donnez jamais, saison avec comme vous donnez jamais de conseils, Voilà, on Arnaud. se débrouille tout seul, Arnaud. Alors je Ah, la donne on en se débrouille, vitesse, vous. en vitesse Jean-Philippe, donc capitaine Tommy Fleetwood évidemment, double vainqueur en titre. 3 autres anglais pour l'accompagner, on a pris Matt Wallace, 3 victoires en 2018. On a pris Tyra Latton et Eddie Pepperell, et on prend aussi Un petit le belge. le danois Torbjørn Olsen, pas de belge Arnaud, par contre un Lui, français, c'est Benjamin. Alexander Levy qui avait signé une belle 7ème place l'an dernier, voilà, Alex. Alors peut-être le petit conseil de Benjamin. Thomas Peters, Je prendrai un des 3 Belges. Je prendrai les 3 Belges de tri pour moi. bon on va le noter. De tri avec un petit cheval noir, une grosse surprise avec Ian Poulter qui n'est toujours pas arrivé à Dubaï et qui se mange une quinzaine d'heures de décalage horaire parce qu'il arrive de Floride directement. Il est toujours pas sur place selon une source. D'ailleurs, il faudra lui dire que c'est pas à Dubaï, mais que c'est à Abu Dhabi. Hein. Oui, non, mais il arrive à Dubaï et après il fait la route. C'était pour la blague. Parce qu'il passe par Dubaï, ensuite il fait la route et donc dans quel état sera Poulter Après la route je ne sais surtout. pas. Oui, surtout le. Bon, c'est noté, Benjamin. surtout le vol. C'est noté. C'est tout Rémi pour C'est cette, bon, pour allez, c'est cette bon. fantaisie. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Alors en tout cas merci beaucoup. Toutes les infos sur la Fantasy League sont à retrouver, je vous le rappelle, sur notre Facebook du Journal du Golf. Eh bien Exactement. messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye Salut. bye. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.